Bonjour et merci une nouvelle fois d'être avec nous pour ce nouveau MAG. Un nouveau MAG avec un nouvel invité. Comme chaque semaine, tous les vendredis, nous abordons l'actualité sociale, politique et économique de l'ONIS et plus généralement de la Charente-Maritime. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marc Soubès, qui est conseiller municipal Écologie Les Verts à La Rochelle et conseiller départemental de la Charente-Maritime. Et comme tous les vendredis, pour échanger avec notre invité, je suis accompagné de deux journalistes, Antoine Collin, bonjour, et Yannick Picard. Bonjour. Monsieur Soubest, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler dans un tout premier temps, forcément, des présidentielles. On a vu hier le président de la République enfin se déclarer candidat à sa propre réélection. On a vu aussi beaucoup de choses se passer au niveau d'Écologie Les Verts, notamment là, il y a 48 heures, l'éjection, entre guillemets, si on peut utiliser ce mot, de Sandrine Rousseau, qui faisait partie de l'équipe de campagne de Yannick Jadot. Comment vous avez vécu cet épisode ? Vous vous êtes dit, ça y est, c'est la cata, voilà, on va encore montrer une image où personne ne s'entend au sein des Verts. Comment vous l'avez vécu, ça ? Écoutez, comme tout moment de crise dans une campagne électorale, comme quelque chose qui nous a à la fois surpris par la rapidité de l'événement, mais en même temps, et Yannick Jadot le disait lui-même, comme quelque chose qui a clarifié un petit peu les positions des écologistes. Je crois qu'aujourd'hui, notre souci, c'est d'avoir une plus grande visibilité dans cette campagne. On voit que la guerre en Ukraine, bien évidemment, mais les questions de pouvoir d'achat prennent le dessus sur les questions climatiques. Même le dernier rapport du GIEC n'a fait l'objet que de quelques commentaires et encore en troisième page des actualités, alors que tout part de là. Et que notre objectif, avant tout, c'est de remettre cette question-là au cœur de la campagne et d'être sur le terrain. Donc les militants de terrain, je vais dire, ils continuent la campagne. Il y en a en ce moment qui sont à Royan, d'autres qui tractent à La Rochelle. On continue la campagne et on espère que cette clarification, elle donnera un nouvel élan du coup à cette campagne et qu'elle permettra à ceux qui aujourd'hui encore hésitaient à nous rejoindre de le faire. Vous parlez de clarifier les positions. On n'est pas en train de rejouer un petit peu le match de l'entre-deux tours de 2020 à La Rochelle, où effectivement il y a une position qui a été donnée par vos adhérents. Vous parlez de gagner en visibilité. Là, je pense que vous aviez perdu en visibilité. Est-ce que c'est une similitude entre les deux situations ou pas du tout ? Je crois pas du tout. Pas du tout. On est dans une situation nationale où l'équipe de campagne de Yannick Jadot fait des choix de stratégie, fait des choix de privilégier aujourd'hui la question ukrainienne, parce que cette question ukrainienne, elle reprend à la fois des enjeux géopolitiques majeurs pour les Européens que nous sommes, mais aussi des questions énergétiques, des questions de pouvoir d'achat à travers l'augmentation des prix du blé comme des prix de l'essence, et qu'on ne peut pas parler de tout, et qu'on ne peut pas faire d'autres éléments de programme, des éléments on va dire de discussion et de débat. Aujourd'hui, on est derrière notre candidat, il s'appelle Yannick Jadot, et je pense qu'on a besoin de cette unité. On a souvent caricaturé un petit peu les écologistes comme étant toujours en train de faire 1000 discussions et 1000 débats sur parfois des petites choses. Non, nos positions sont claires, on a un programme cohérent, et il faut le rappeler. Yannick Jadot n'est pas le candidat d'Europe Écologie Les Verts, c'est le candidat du pôle écologiste qui rassemble des gens comme Delphine Batho, les copains du parti fondé par Benoît Hamon, de Génération S. Voilà, c'est toute cette équipe-là qui est très nombreuse, qui est aux côtés de Yannick Jadot. Et donc, du coup, ça ne change rien. Sandrine Rousseau est toujours membre d'Europe Écologie Les Verts. Je crois qu'elle a quelques ambitions. Après la campagne, on fera le bilan des choix stratégiques, mais tant que la campagne n'est pas terminée, nous on y croit, et notre but c'est que les écologistes soient le plus haut possible, et pourquoi pas au deuxième tour. Et pourtant, Antoine y reviendra tout à l'heure, Sandrine Rousseau aurait pu être ce que je peux appeler la régionale de l'étape dans les législatives, puisque rappelons que c'est la fille de l'ancien maire de Nieul, sur Mer. Donc... Tout à fait, elle a fait le choix de ne pas venir en Charente-Maritime pour se présenter à Paris. Bon, voilà, donc on respecte ce choix-là, mais c'est vrai qu'elle aurait fait une candidate intéressante sur le territoire.
Vous précisez qu'elle est toujours, bien évidemment, au sein d'Europe Écologie Les Verts. Pourtant, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, certains se félicitent qu'elle soit débarquée et d'autres lui font un certain appel du pied, notamment LFI, qui lui dit « mais venez nous rejoindre, Est-ce que c'est là pas encore une nouvelle façon de brouiller les cartes, de brouiller les pistes et de ne pas être clair dans le message? Est-ce que ça tombe bien, quoi? Enfin, franchement, on est à quelques semaines de l'élection présidentielle. Est-ce que c'est pas tombé au mauvais moment? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être éclaircir les choses avec Sandrine Rousseau, entre Sandrine Rousseau et Yannick Jadot, pour calmer le jeu et aller au moins jusqu'au premier tour? Parce que là, on brouille encore les cartes. Oui, il faudra leur demander. Sandrine Rousseau et Yannick Jadot, je pense, se parlent régulièrement. Les divergences, évidemment, existent, notamment sur la stratégie, pas sur le fond. Je crois que sur le fond, tout le monde est d'accord et bien au-delà d'Europe Écologie Les Verts sur les enjeux. Si on peut en parler d'Europe Écologie Les Verts et de la candidature de Yannick Jadot à travers ce différend entre Sandrine Rousseau et Yannick Jadot, tant mieux. Mais ce qui est important, c'est que ce différend, il montre qu'on peut avoir des débats sur les stratégies, qu'on peut avoir des débats sur la meilleure façon de convaincre les électeurs. Mais ce qui compte avant tout, et nous, ce qui nous intéresse sur le terrain, c'est d'aller à la rencontre des électeurs, de les convaincre, parce qu'on pense qu'on a le programme qui correspond à la situation. Un programme qui résout, qui donne des solutions à tous les enjeux qui aujourd'hui bousculent la vie des Français, la vie au quotidien, mais aussi la vie dans leur petit écran, quand ils regardent les bombardements en Ukraine, quand on voit la stratégie de Poutine. C'est évident qu'elle est basée quand même au départ sur le sentiment de Poutine d'être tellement fort sur le plan énergétique, de rendre tellement dépendant les autres de son gaz et de ses ressources naturelles, voire de son blé, qu'il considère qu'il a une certaine impunité. Et donc il faut sortir de ce modèle-là, qui est aussi le même modèle qui nous emmène à la crise climatique, et le même modèle qui nous emmène à avoir aujourd'hui le prix de l'essence qui flambe, le prix de l'énergie que l'on va payer pour son chauffage qui augmente considérablement, etc., etc. Les solutions existent, tout le monde en parle. Tous les partis aujourd'hui s'en emparent. On le fait depuis de nombreuses années, mais on sait qu'aujourd'hui, la voie, les solutions, c'est d'agir rapidement, profondément, par des investissements publics et par tout un tas de propositions que l'on fait. Donc il y a les présidentielles, bien évidemment, mais Yannick a aussi évoqué les législatives, et là on revient un petit peu plus sur du local, notamment en Charente-Maritime, première Circo, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Antoine avait une question justement sur les législatives. Après les présidentielles, ça sera les législatives, comme on a dit. Et pour l'instant, aucun candidat vert n'a été annoncé, ni sur la première, ni sur la deuxième Circo en Charente-Maritime. Donc on a cru à un moment voir, comme on l'a dit, Sandrine Rousseau. Est-ce que vous allez vers un ou des parachutages, ou prendre, comme les Républicains, des candidats du territoire? Et si oui, lesquels? Oui, je vous remercie de cette question. Ça permet effectivement de clarifier l'attente des citoyens qui se demandent, mais y aura-t-il des écologistes on se pose la question. Aux législatives. Alors, je peux vous faire une confidence cet après-midi. Oui, il y aura des écologistes dans les circonscriptions de Charente-Maritime. Dans les 5 circonscriptions? Il y aura des écologistes, des candidats du pôle écologiste dans les 5 circonscriptions de Charente-Maritime. Qui va les choisir? On est dans un processus démocratique, c'est-à-dire que nous, on n'est pas, il n'y a pas un bureau national qui choisit ces candidats. Ce sont les adhérents qui choisissent les candidats qui vont se présenter dans les semaines qui viennent devant des assemblées d'adhérents élargies à ce qu'on appelle nous les coopérateurs, et puis des citoyens qui souhaitent y participer. Et après des débats sur les meilleures stratégies possibles, ces candidats seront choisis. Et puis le national, bien sûr, dans un souci de cohérence, à la fois pour la parité, à laquelle on tient beaucoup, mais aussi de cohérence entre les plus jeunes. Il y a une volonté vraiment de rajeunir un petit peu les candidatures et pourquoi pas les députés que l'on aura à l'Assemblée nationale. Voilà, il y aura fin mars, vous aurez le nom des candidats. C'est ce que j'allais vous demander, est-ce que vous avez un calendrier à nous annoncer? Donc fin mars. À la fin du mois de mars, vous aurez la liste des candidates et des candidats en Charente-Maritime du pôle écologiste. Donc il y a des gens qui sont quand même fléchés, qui sortent un petit peu du bois. Fléchés, il y a des gens qui se sont présentés. Il y a des gens qui, en ce moment, sont en train de proposer leur candidature. Ouais. En tout cas, on en débat. D'accord. Voilà. On est au stade du débat pour l'instant, parce que tout n'est pas fixé. Votre objectif sur ces législatives en Charente-Maritime? Notre objectif, c'est de...
Oui, non, on va être réaliste. C'est d'abord de faire émerger de nouvelles candidatures, de nouvelles têtes en Charente-Maritime. Des jeunes, donc. Des plus jeunes qui pourraient dans l'avenir occuper des places importantes ou du moins être fait figure de proue de l'écologie en Charente-Maritime. C'est aussi de s'ancrer sur les territoires. On a vu que au départemental, au régional, on a souvent multiplié par 2 ou 3 notre électorat, y compris, moi je regarde à Maran par exemple, mais aussi à Andilly, dans le sud du département, du côté de Royan ou dans les îles. Et voilà, on veut des candidatures partout pour ancrer ces territoires. Donc ils vont d'abord avoir un travail de terrain, ces candidats, en accompagnement de la campagne des présidentielles, puisque notre priorité, ça reste la campagne des présidentielles. Et une fois qu'ils seront désignés, bien évidemment, leur rôle, c'est d'agir pour les présidentielles, et puis en même temps, d'aller sur les territoires et puis de travailler avec les citoyens pour rendre crédible des candidatures écologistes. Et puis sur la circonscription numéro 1, sur la circonscription numéro 2, on peut imaginer de bons résultats. À vous écouter, on a le sentiment qu'il y a un besoin de renouveau, de sang neuf. Il y a toujours besoin de sang neuf dans un parti politique. On est un parti politique où il y a eu de très très nombreuses adhésions. Vous êtes un vert qui est en train une couleur verte qui est en train de se faner. Non, pas du tout. Au contraire, on prend des couleurs. D'accord. On verdit au fur et à mesure donc de la jeunesse, où le mouvement se renouvelle, où il y a plus de jeunes qui arrivent. Là, pour la campagne des présidentielles, on a eu sur le site Jadot 2022 pas mal de sollicitations de la part des plus jeunes, notamment ceux qui sont impliqués dans les marches pour le climat. Donc, il y a un engouement quand même pour l'écologie. Vous ressentez cet engouement pour la protection de l'environnement, l'écologie, avec tout ce qui se passe en ce moment? Il y a le sentiment d'une urgence. Chez les jeunes générations, les trentenaires en particulier, il y a le sentiment que il faut agir maintenant. Oui, mais alors, il y a une petite contradiction là-dedans, c'est que vous voyez sur le terrain des gens qui ont cette envie, qui ont cette urgence aussi en tête. Et pourtant, Yannick Jadot, dans les derniers sondages, plafonne à 5%. Il a même descendu, il était plus haut il y a quelque temps. Qu'est-ce qui fait que ça ne passe pas? Qu'est-ce qui fait que les Français, en tous les cas, n'adhèrent pas plus et que Yannick Jadot ne se retrouve pas en 2e ou 3e position, comme Le Pen ou Zemmour, ou encore Pécresse qui est en 4e? Qu'est-ce qui manque là pour que ça matche, comme on dit? Si j'avais la solution absolue, je pense que je téléphonerais tout de suite à Yannick Jadot. Non, il y a plein d'éléments d'explication, il y a plein de facteurs. Le premier, certainement, c'est la difficulté à faire passer un message écologiste positif. C'est-à-dire de convaincre les gens, alors que nous sommes souvent caricaturés comme l'écologie punitive, etc. C'est de dire que l'écologie, c'est non seulement une nécessité, un impératif pour l'avenir, mais c'est bien pour aujourd'hui, c'est bien pour votre pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est bien pour la relation que vous avez avec votre environnement, c'est bien pour la relation que vous avez entre les générations à l'intérieur de la famille, c'est bien pour faire progresser les questions éducatives. Voilà, c'est une écologie qui s'intéresse à tous les sujets et qui, sur tous les sujets, propose un projet de société. Et un projet de société qui, aujourd'hui, est le seul, finalement, à pouvoir nous proposer un avenir qui ne soit pas celui de l'effondrement, qui ne soit pas celui du repli sur soi, qui ne soit pas celui des nationalistes exacerbés comme avant la Première Guerre mondiale, et avec les conséquences que l'on pourrait connaître. Donc, Jean-Marc Soubès, vous n'êtes pas un homme qui manie la langue de bois. Non. Est-ce qu'on peut imaginer un Jean-Marc Soubès, je sais que vous n'allez pas me répondre, mais je vous pose quand même la question, candidat aux législatives? Il est bien trop tôt pour évoquer ce sujet-là. Donc c'est pas non. On en discute. Vous en débattez. On en débat. Voilà, c'est pas moi qui prendrai la décision de cette candidature ou pas. Moi, je suis élu. L'occasion peut-être de vous réinviter alors. Je suis élu, pourquoi pas. Je suis élu pour l'instant à la ville et à l'agglomération de La Rochelle, et on a beaucoup de travail. On en parlera certainement. Oui. Et puis je suis aussi conseiller départemental. C'est une mission que je découvre, qui est très très enrichissante. Même si on s'aperçoit qu'effectivement aujourd'hui sur plein de sujets, c'est à l'échelle nationale qu'il faut agir et agir rapidement. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le rapport du GIEC. Donc Antoine Colin va nous faire son billet d'humeur à chaque émission, le billet d'humeur d'Antoine Colin.
Bon, aujourd'hui, vous l'avez compris, on va profiter de la présence de Monsieur Soubest pour parler d'écologie, que dis-je, d'environnement, je dirais même plus de biodiversité. Je ne sais pas si vous avez vu, si, enfin du coup je sais parce que vous en avez parlé tout à l'heure, mais le 28 février, il y a un peu plus d'une semaine du coup, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, autrement appelé le GIEC, a rendu le second volet de son 6e rapport d'évaluation sur le climat. Et bien franchement, les nouvelles sont pas hyper réjouissantes. C'est vrai, on s'en doutait un peu, mais bon, il est quand même un peu passé à la trappe avec cette invasion russe en Ukraine. Du coup, je me suis dit qu'on allait brièvement revenir dessus pour que nos téléspectateurs comprennent bien la situation. Ben oui, parce que l'écologie, c'est primordial dans la vie. Rendez-vous compte, au cours des 20 dernières années, 11 000 phénomènes météorologiques extrêmes ont provoqué la mort de près de 480 000 personnes, sans parler des exodes provoqués par la famine. Oui, parce qu'on n'y pense plus aux petits Yéménites qui crèvent de faim depuis des années. Non, c'est fini ça. Bon, enfin bref, je m'écarte un peu du sujet, mais j'avais besoin que ça sorte, c'était personnel. Pour en revenir au GIEC, les prévisions ne sont pas bonnes. Oh que non, on n'a pas fini de les entendre, les petits Nicolas Hulot 2.0. Vous savez, ces mecs qui te font la morale sur l'écologie, la biodiversité, et puis quand tu vas chez lui, il te sort son tout dernier pick-up. Tu mets le contact 2 minutes, déjà t'as cramé 1/10 de l'Amazonie. Tu me diras, c'est le même genre de mec qui te dit regarde comment je prends soin de la planète, moi. Pour économiser l'eau, déjà, je te mets moitié Ricard, moitié eau. Ça, c'est du geste écologique. Et puis après tout, c'est peut-être lui qui a le plus raison dans l'histoire. Il faudrait peut-être apprendre à relativiser. Non, parce que dans 50 ans, on sera juste les participants d'un grand Koh-Lanta. Bon, je vous l'accorde, il n'y aura pas de Collet d'immunité, ni de Denis Brognard. Et c'est vrai que sans Denis, c'est quand même beaucoup moins sympa. Mais bon, là n'est pas la question. Soyons clairs, aujourd'hui, ce qui inquiète, c'est la montée du niveau des mers, surtout ici en Charente-Maritime. Mais là encore, excusez-moi, il faut relativiser. Attendez, dans 50 ans, on aura la plage à Maran, quoi. C'est quand même plutôt sympa. Donc du coup, est-ce qu'elle n'est pas belle, la vie, un peu ? Moi, je comprends pas les écolos. Il faut être égoïste quand même. Attendez, avec les vagues de chaleur, les précipitations extrêmes et l'élévation du niveau de la mer, il n'y a pas de quoi s'affoler. Plus besoin de séances d'UV, la plage gratos et en t-shirt tous les jours de l'année. Et surtout, plus besoin de prendre la voiture pour aller à la plage. Que demande le peuple ? Partager nos ressources ? Certainement pas, c'est pas très Covid. Et puis, concernant le problème de pénurie d'eau, ça me fait doucement rire quand même. Depuis quand on manque d'eau ? Je suis allé au supermarché hier, c'est peut-être le seul rayon qui n'a pas été impacté par les crises successives. On vend encore de la Contrex, de l'Évian, de la cristalline. C'est pour vous dire, on est encore large et on peut même gaspiller encore un peu si on veut. De l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors pour répondre à Monsieur Vandamme, je suis désolé Jean-Claude, mais dans 20-30 ans, de l'eau, il y en aura encore. Donc en fait, tout ça pour dire, il y a un problème de gestion de l'eau. Le GIEC l'a soulevé et c'est manifeste. Et c'est vrai que sans eau, là, on va avoir quelques difficultés. À la rigueur, qu'on n'ait plus d'électricité, bon, on pourra peut-être éventuellement se débrouiller, mais l'eau est indispensable à la vie. Le rapport du GIEC, quand vous l'avez lu, vous vous êtes dit, ça y est, c'est la fin, quoi. On est foutu. Non, au contraire. Non, il faut pas. Les scientifiques sont là pour depuis plus de 30 ans pour alerter les décideurs. Il y a un petit livret pour les décideurs, et puis pour alerter bien évidemment l'opinion publique. Et aujourd'hui, devant la lenteur des décisions prises, c'est à l'opinion publique de faire son boulot, de faire le job. Non, mais ça fait 30 ans qu'on dit ça. Oui, sauf que on voit bien qu'il y a quand même une prise de conscience qui n'existait pas il y a 30 ans. Il y a un changement des pratiques individuelles, et c'est pour ça qu'on ne comprend pas, et je vous rejoins quand on ne comprend pas certains comportements, je dirais plutôt institutionnels, des institutions qui parfois donnent des leçons à leurs citoyens, mais qui elles-mêmes ne sont pas en capacité d'accélérer la cadence et de faire des politiques à leur échelle, dans la gestion de leur collectivité pour répondre aux impératifs du réchauffement climatique. Et cette mobilisation des citoyens, qu'on va, j'espère, voir le 12 mars dans les rues de La Rochelle, de Bordeaux et d'ailleurs dans les marches pour le climat, elle doit se traduire. Elle doit se traduire politiquement. Elle doit se traduire par d'abord une mobilisation des générations pour aller voter. Je pense que c'est important, et je pense que vous le rappelez à l'antenne régulièrement, mais aussi une mobilisation pour décider de son avenir. Aujourd'hui, et on le voit vraiment depuis quelques semaines, on subit. On n'arrête pas de subir. Et les Français,
et en particulier les Charentais-Maritimes ou les Rochelais, ils détestent subir. Sur le rugby, on n'aime pas subir parce que quand on subit, on prend des essais et parfois ça marche pas bien. Et voilà. Bon. Et ben, en politique, c'est pareil, et surtout sur les questions environnementales. Il faut arrêter de subir. Il faut prendre les choses en main. Les politiques ne le font pas toutes seules, et surtout les politiques en place aujourd'hui, qui font les vieilles politiques, même s'ils les repeignent en vert. Il faut changer. Voilà. Il faut changer, il faut participer au pouvoir et permettre à ceux qui... faire vraiment... penser à ceux qui, aujourd'hui, veulent changer les choses, qu'il faut mettre un autre bulletin, un bulletin vert dans l'urne. Moi, je me souviens, je suis prof d'histoire, dans les Républicains, en 1870, ils déclarent la République, comme aujourd'hui on pourrait déclarer l'urgence climatique. En 1871, il y a des élections, ils sont battus à plat de couture. Battus à plat de couture. Et pourtant, 5 ans après, c'est eux qui gagnent. Donc, rien n'est jamais perdu quand on se mobilise, et surtout quand, et Gambetta le disait, quand il y a un mouvement d'opinion qui est en train de se créer. Et je pense qu'aujourd'hui, et peut-être que ça ne se fera pas en 2022, hein, c'est possible, mais dans les années qui viennent, il y aura de toute façon d'autres politiques qui seront menées par des dirigeants politiques nouveaux qui mèneront les politiques qu'il faut mener pour répondre à l'urgence climatique. Et le drame, c'est que ces politiques, on aurait dû les commencer il y a 15 ans, il y a 20 ans. Quand je regarde le programme de Macron ou des socialistes sur la rénovation thermique, ça me fait penser au programme des écologistes en 2008. Voilà, bon, on peut se dire on avait raison avant, mais ça ne sert à rien d'avoir raison avant si on n'arrive pas à exercer le pouvoir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un problème aussi dans le message? Ou est-ce que les Français ne se sentent pas vraiment concernés? Parce que, bon, en France, on est quand même plutôt bien lotis. On n'a pas eu forcément de gros problèmes comme dans certains pays au Moyen-Orient ou en Afrique. Est-ce que le problème est là aussi? Est-ce qu'il n'y a pas d'acquis de conscience au final des Français? Si, je pense qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, mais on a besoin aujourd'hui de décider ensemble des changements que l'on veut mettre en place. Et chacun individuellement pourra effectivement économiser un peu d'eau et baisser d'1 degré son chauffage pour économiser sur la facture du gaz, ça c'est sûr. Mais les changements sont tellement importants à faire qu'on ne peut les faire que collectivement. Et aujourd'hui, aucune institution, et je le dis souvent à Jean-François Fontaine, je le dis souvent au département, et les écologistes le disent souvent au gouvernement d'Emmanuel Macron, il n'y a pas de travail collectif. On a besoin de décider ensemble pour changer ensemble. Sinon, on n'y arrivera pas. Et ça passe par l'Europe, selon vous? Par l'Union européenne? Ça passe par l'Europe, mais pas seulement par l'Europe. L'Europe, c'est un élément fédérateur qui, aujourd'hui, va nous permettre, techniquement, financièrement, d'être solidaires et de pouvoir faire des choses ensemble, parce que les ressources des uns complètent les ressources des autres. Mais on a besoin, à l'échelle locale, d'être mobilisés et d'être partie prenante des changements. Quand, par exemple, l'agglomération rochelaise élabore un plan climat-air-énergie territorial et qu'à aucun moment les citoyens ne sont associés, ou alors une demi-journée pour une association ou une autre association, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas d'adhésion, forcément ça devient difficile. Donc du coup, il y a les uns qui sont contre les éoliennes, les autres sont contre la méthanisation, les autres se demandent pourquoi on va faire une rue piétonne ou une piste cyclable qui va ralentir la circulation. Voilà, parce qu'il n'y a pas de cohérence. Donc il faut redonner de la cohérence, et ça c'est le grand enjeu des politiques, et c'est aussi l'enjeu des élections présidentielles. On va faire un focus sur la gestion de l'eau. On en parlait avec le billet d'humeur d'Antoine. La gestion de l'eau, c'est quand même très important aussi en Charente-Maritime. Très important. Il y a pas mal de débats là-dessus. Yannick. Alors la gestion de l'eau, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez évoqué certains mots, vous avez parlé d'avenir, nous on va revenir un petit peu dans le passé, en 2014, et on va venir aussi à cette idée que vous avez lancée d'associer les administrés à la réflexion. En 2014, vous déclariez que vous étiez pour la gratuité des premiers mètres cubes et pour la responsabilisation de chaque citoyen avec une tarification progressive en fonction de sa consommation. Êtes-vous resté sur ces positions-là? Qu'en est-il aujourd'hui? Oui, tout à fait. Ouais. Ça fait partie des éléments qu'on a essayé de mettre en place à la mairie de La Rochelle, sous l'impulsion d'Éric Perrin. Du coup, c'était techniquement assez compliqué de rendre gratuit les premiers mètres cubes d'eau, parce qu'aujourd'hui, d'abord, la législation est très contraignante, et aussi parce que les réseaux de distribution, notamment les compteurs, qui sont parfois collectifs et qui permettent de ne pas différencier les consommations individuelles, rendent
voilà, pour l'instant, difficile ces premières mesures, mais elles sont possibles et vraiment nous y sommes favorables. On avait compensé en réduisant de très très fortement les abonnements, par exemple. L'abonnement sur l'eau à La Rochelle, il est très très faible et ça permet finalement de ne payer en gros ce qu'on consomme et en réduisant la part fixe qui, même si vous ne consommez pas d'eau, ce qui n'arrive très peu, vous payez, si l'abonnement est très important, du coup ça renchérit énormément votre facture finale. Donc oui, nous sommes favorables et nous sommes même favorables à ce que la loi évolue pour permettre de différencier les consommations selon les activités et selon les usages, notamment remplir une piscine. Ça n'a pas la même valeur, ça doit coûter beaucoup plus cher que si vous avez besoin de l'eau pour les besoins de première nécessité, ne serait-ce que faire chauffer votre casserole de pâtes ou boire, parce que la bouteille en plastique, c'est pas forcément le modèle. Est-ce que vous pensez qu'il faut frapper au portefeuille des Français pour justement qu'ils deviennent un peu plus responsables vis-à-vis de l'environnement ? Est-ce que ça serait une des solutions ? Mais il y a déjà des tonnes de taxes surtout, et je pense qu'il y a des taxations qui sont utiles parce qu'elles viennent accompagner des changements de pratiques. Si on prend un exemple sur par exemple, vous savez qu'on porte, et c'est lié à l'agriculture, un changement fort des pratiques agricoles. Et qu'aujourd'hui, une des raisons des émissions de CO2 dans l'agriculture, c'est l'utilisation d'engrais azotés. Donc, comment faire pour réduire, c'est à peu près 1 tonne sur 40 à l'échelle mondiale de gaz à effet de serre rejetés par les engrais azotés, qui en plus entraînent des pollutions, donc finalement finissent par coûter très cher à la collectivité. Donc l'objectif, c'est réduire cet usage des engrais azotés. Il y a 2 moyens. Vous augmentez fortement les taxes sur ces engrais, ou vous accompagnez les agriculteurs pour qu'ils changent les pratiques agricoles. Mais je pense qu'il faut faire les deux, c'est-à-dire, d'une part, et dans un premier temps, et c'est ça qui est important, dans un premier temps, permettre aux agriculteurs de changer des pratiques, et puis, une fois que vous avez accompagné ces changements de pratiques, s'il y a encore des obstacles, oui, il faut, parce que l'objectif, c'est vraiment de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, il faut augmenter les taxes pour sanctionner, ou du moins réduire, entre guillemets, par la contrainte, les usages de ces engrais. Mais ça peut être dangereux quand même. On l'a vu avec la taxe carbone, par exemple, ça déclenchait quand même un mouvement assez inattendu. Parce que du jour au lendemain, finalement, vous créez une contrainte alors qu'il n'y a pas de solution. Et là où les écologistes portent un programme qui se veut une écologie des solutions, c'est que nous, on dit d'abord les solutions, d'abord les alternatives, et après on met en place des taxes, on met en place des contraintes, ça peut être des limitations de circulation, mais ça, c'est aussi des décisions collectives. À partir du moment où vous prenez une décision dans votre bureau tout seul en disant tiens, aujourd'hui, je vais augmenter de tant de pourcents la taxe carbone ou le prix de l'essence, évidemment, tout le monde est contre. Parce que c'est pas compris, et moi le premier. Par contre, si vous dites on va changer de modèle, on va se donner les moyens, et ça va être positif de changer ce modèle parce que c'est bon pour mon quotidien et c'est bon pour la planète, à ce moment-là, tout le monde va comprendre qu'on mette d'autres règles. On ne peut pas rester dans un monde sans règles, sauf que c'est à nous de définir les règles. Et aujourd'hui, les règles, elles sont définies par d'autres, pour des raisons, alors on pourra en parler, de profit, et notamment immédiate, financiarisation. Mais c'est ce monde-là dont on ne veut plus, et pour en changer, c'est ensemble qu'on le fera. Donc vous parlez de transition. Est-ce que, là, on va revenir sur la gestion de l'eau et vous parlez des agriculteurs. Et on a un dossier très brûlant en Charente-Maritime. Ça s'appelle les bassines, enfin les retenues d'eau. Est-ce que ce ne serait pas justement un moyen de transition pour aider les agriculteurs à changer leurs pratiques et donc leur culture, de leur permettre d'avoir des retenues d'eau, donc ces fameuses bassines qui sont terribles pour certains écologistes? Est-ce que c'est pas une méthode de transition pour leur permettre d'avoir le temps de changer de pratique, en sachant qu'il y a toujours l'été, encore et toujours, des pénuries d'eau, et je pense que ça ne va pas s'arranger avec le dérèglement climatique. Est-ce que ce ne serait pas une solution pour leur permettre
d'aller vers cette transition que vous souhaitez d'ailleurs. Oui, alors là aussi on a souvent présenté au grand public ces réserves de substitution comme des moyens de récupérer l'eau de pluie, l'eau en trop, pour ensuite irriguer. Les écologistes ne sont pas contre l'irrigation. Parfois on entend des choses, mais oui, non, l'agriculture irriguée, ça existe et ça existera demain. Ça peut être nécessaire pour certaines cultures. Ce qui est important, c'est l'équilibre. Aujourd'hui, on sait que dans les 10 ans, dans les 20 ans qui viennent, et le rapport du GIEC, mais aussi Acclimatera, qui avait commandé la région Nouvelle-Aquitaine vraiment spécifiquement sur la Charente-Maritime et puis la Gironde, montre que les débits vont diminuer, que les pluviométries vont être de plus en plus irrégulières, et notamment que les étés vont être plus secs. Donc la question, c'est pas de préserver le modèle qui existe, en faisant des immenses bassines que l'on remplit en pompant l'eau des nappes phréatiques. Mais l'urgence, c'est vraiment une transition du modèle agricole pour utiliser moins d'engrais azotés, pour que les agriculteurs soient aussi certainement plus nombreux à produire en circuit court pour les populations locales. Dans ce que vous nous montrez, on est dans la grande agriculture céréalière, du maïs souvent, et surtout, on est sur quelques agriculteurs qui vont à 70% se faire financer leur réserve de substitution pour irriguer leur culture, qui souvent, vous allez retrouver ces cultures exportées à l'étranger, sur le port de la Palisse. Et en ce moment, par exemple, il y en a qui, avec les réserves qu'ils ont fait depuis quelques années, jouent en bourse pour savoir quel va être le prix le plus intéressant, compte tenu de la situation géopolitique internationale, pour se faire le maximum de profit. Donc ce modèle-là, nous, on veut en sortir. Et là aussi, il y a des solutions qui sont expérimentées dans d'autres pays européens, dans d'autres pays du monde. Voilà, donc c'est possible. Et c'est ce modèle des réserves de substitution validé par Julien de Normandie au dernier Grenelle, non, c'est pas Grenelle, c'était grand rassemblement sur l'eau, dont je n'ai plus le terme, est incohérent et surtout ne correspond pas du tout aux enjeux ni du territoire local, ni du réchauffement climatique. Moi, ce dont je me réjouis quand même, c'est que sur cette question-là, aujourd'hui, les territoires prennent ça à bras-le-corps et mettent en place des programmes territoriaux de gestion de l'eau. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, à condition, là encore, que tout le monde y participe. L'État, bien sûr, les agriculteurs, c'est vraiment nécessaire, les collectivités locales, mais aussi les citoyens. Et les associations qui portent les valeurs et les projets des citoyens. Grande culture, Marais Poitevin, irrigation, vous parlez 10, 20 ans. Si on se projette un petit peu plus loin encore, certains investisseurs chinois prennent des parts dans des exploitations, vous hochez de la tête favorablement, ça me rassure, prennent part dans des exploitations céréalières, liées aussi avec l'agrandissement du grand port maritime de La Rochelle. Est-ce qu'il n'y a pas un réel danger, allez, poussons un petit peu la plaisanterie, que le Marais Poitevin passe du vert au jaune ? C'est la tendance qu'on voit depuis quelques années. Ça commence à frémir. Ça commence à frémir. Moi, je me souviens d'avoir fait des cours de géographie sur le Marais Poitevin, et déjà, c'est vieux déjà, dans les années 90, on voyait ces taches jaunes prendre le pas sur les taches vertes. Et ce milieu humide qui est essentiel aussi pour la captation du carbone, mais aussi pour la biodiversité et pour la gestion de l'eau. Il pourrait être grignoté. Alors disparaître, je pense pas. Il y aura toujours des enjeux touristiques, donc il y aura toujours Mais du côté des exploitants, il y aura un enjeu financier aussi pour la transmission des états. Alors comment pouvoir gérer comment pouvoir réguler ? Réguler, ça veut dire qu'à un moment donné, l'État et les collectivités doivent intervenir. Doivent prendre la main dessus. Doivent prendre la main sur la gestion foncière. Qui aujourd'hui aussi, à travers certaines collectivités ou certains syndicats de gestion de ces milieux, à la main sans contrepartie, et globalement fait ce qu'il veut. Sanctuariser ces éléments, c'est pas possible ? Sanctuariser, c'est toujours quelque chose qui peut sortir un milieu de son territoire. Il faut faire attention. La sanctuarisation, elle est bien
à condition où on continue à permettre, et c'est vraiment plus de la sanctuarisation, on continue à permettre que les individus, que les animaux, que l'ensemble de la biodiversité dont nous sommes partie prenante, puissent interagir dans cet espace-là. Donc attention à la sanctuarisation, parce que souvent, c'est le prétexte pour réduire la partie que l'on va sanctuariser, pour pouvoir faire ce que l'on veut sur l'extérieur. Mais en contrepartie, être vigilant. Il faut absolument être vigilant, il faut que surtout les citoyens soient vigilants. Alors, certains nous envoient des photos de temps en temps pour nous montrer... Des bus de Chinois ? Non, ça, c'est des fonds auxquels effectivement les investisseurs chinois participent et sur lesquels il y a une vigilance à avoir. Mais pour montrer, parfois il y a des champs qui ont une couleur orange ou un fossé qui a été rempli ou plus d'eau dans une petite rivière qui coule habituellement. On a comme ça une photothèque assez intéressante. On va avancer dans les dossiers que l'on doit voir. Moi, je voudrais que l'on parle maintenant du territoire zéro carbone, qui est prévu à La Rochelle en 2040, enfin sur la CDA de La Rochelle en 2040, c'est-à-dire dans 28 ans. 28 ans, c'est demain. Enfin, ça va très très vite. Alors, c'est une grande ambition de la ville de La Rochelle et de Jean-François Fontaine. Faire un territoire zéro carbone en 2040, vous partagez cette ambition, vous y croyez véritablement quand on voit que l'on a un port de commerce qui drague énormément de camions, avec des navires bien évidemment, quand on a un aéroport aussi près de La Rochelle, un territoire zéro carbone, c'est vraiment possible ou c'est de la poudre aux yeux et du marketing ? C'est une ambition, mais pour il suffit pas d'avoir de l'ambition. C'est un projet qui est né en 2016-2017, donc on était partie prenante de la majorité à l'époque, et c'est un projet sur lequel on a beaucoup travaillé. On est 5 écologistes, on a beaucoup travaillé sur les différents sujets, on a eu beaucoup de mal à faire intégrer dans ce territoire zéro carbone justement les sujets dont vous parlez, le tourisme, l'agriculture, le grand port maritime, etc. Mais c'est une ambition. Et c'est une ambition qu'on peut avoir et qu'il est nécessaire d'avoir. L'Union européenne et l'État français ont aussi des ambitions, plus ou moins importantes, mais il faut avoir les moyens de ces ambitions. Et aujourd'hui, dans le PCAET qui nous a été présenté, dans ce qu'on voit sur le développement du territoire, pour ma part, je ne pense qu'on ne réussira pas à atteindre la neutralité carbone à ce rythme-là. C'est le fait que vous soyez passé de la majorité à l'opposition qui vous fait dire ça, ou il y a vraiment des éléments concrets qui sont sortis ces derniers temps ? Non, je pense que c'est un manque d'ambition politique. D'accord. Tout simplement. C'est-à-dire que en voulant à la fois jouer sur l'image d'un territoire toujours en croissance, toujours accueillant des surfaces dédiées aux activités économiques de toujours plus important, alors qu'elle se réduit sur les territoires qui sont à côté, en refusant de changer de modèle agricole, et donc en axant une partie du développement du territoire sur le grand port maritime, qui est nécessaire, mais dont on va faire l'alpha et l'oméga du développement économique de notre territoire, on s'empêche, on s'interdit d'accélérer les transitions qui sont nécessaires. Dans la présentation du PCAET, moi, ce qui m'a frappé, et c'est pas que la faute de Jean-François Fontaine et des élus de l'agglomération, c'est que d'abord on se contente d'une ambition d'une réduction à 2 degrés, alors que les accords du GIEC c'est 1,5 degré. Alors déjà on a abdiqué sur cet objectif-là. Passons. Ensuite, c'est l'idée que les économies d'énergie, finalement, celles qu'on ambitionne de faire d'ici à 2030, elles sont pas suffisantes. On a à La Rochelle tous les moyens techniques. On a une plateforme de rénovation, on a Atlantec. On est censé être à la pointe depuis 10 ans de la rénovation thermique des bâtiments. On doit être à la pointe de la réalisation de l'innovation thermique des bâtiments. Il ne s'agit pas de faire une maison qui accueille les particuliers. Il s'agit que cette maison, elle s'ouvre 6 jours sur 7 et qu'elle ait des moyens financiers importants. Une belle vitrine, en fait. Oui, ça pourrait être une belle vitrine. Ça pourrait créer de l'emploi. Ça pourrait être aussi le soutien à des filières locales d'éco-matériaux, de matériaux biosourcés, qui peuvent aussi remplacer certaines cultures actuelles. Et donc il y a tout un projet économique
qui peut se construire. Mais pour construire ce projet économique, il faut quelque part faire le choix de bifurquer avec le modèle qui est le modèle dans lequel s'est engagée La Rochelle depuis 30 ans. Et je comprends que ça ne soit pas facile. Mais là encore, pour le faire, il faut mobiliser les citoyens. Rassurez-moi, on est à la veille des élections. Vous aussi, vous allez vous référencer à Michel Crépeau ? Non, la dernière fois que j'ai parlé de Michel Crépeau, c'est pour évoquer sa fameuse phrase sur le Far West immobilier. Voilà. J'en parlerai pas aujourd'hui. Merci. Alors, le territoire zéro carbone, c'est pas forcément ce que l'on a évoqué, c'est aussi les véhicules électriques qui sont en pointe à La Rochelle, les vélos, mais aussi la location, notamment avec le service Yellow à La Rochelle. Le seul problème, et j'y suis confronté puisque j'ai un véhicule électrique, c'est qu'à La Rochelle, pour trouver des bornes de recharge rapides, on peut pas, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression qu'effectivement, il y a cette ambition du territoire zéro carbone, mais qu'on ne donne pas forcément les solutions aux habitants. Pourquoi on est si en retard, par exemple, par rapport aux Deux-Sèvres, qui ont développé énormément les bornes de recharge un peu partout sur le département. Là, sur la Charente-Maritime, alors là, c'est plus la casquette du conseil départemental, puisque ça va être confié aux SDER, de développer un petit peu ces bornes. Pourquoi à La Rochelle, il y en a pas ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? La Rochelle était en pointe, effectivement, sur les premières voitures électriques et puis les bornes de recharge. Il y a eu un arrêt, véritablement, dans cette politique-là, qui est lié à un choix de Jean-François Fontaine en 2015-2016 de ne pas mettre d'argent public dans le développement des bornes de recharge. Pour lui, ça fait partie vous pourrez l'interroger dessus, peut-être qu'il a évolué, mais pour lui, ça faisait partie de ce qui doit être laissé au privé, à l'offre, j'ai lu effectivement dans la presse, de supermarchés, éventuellement de stations-service qui mettent des bornes. Voilà, c'est le libre marché qui doit... Vous partagez cette vision des choses ou pas ? Sur une ville comme La Rochelle en partie, oui. Sur l'extérieur, dès qu'on veut bouger avec une voiture électrique, il faut absolument que, notamment à l'échelle d'un département, on puisse avoir une cohérence d'aménagement. Et je dirais même à l'échelle d'une région, qu'on puisse avoir une cohérence d'aménagement pour fournir ces recharges. Le paradoxe de la voiture électrique, c'est qu'elle devient intéressante sur le plan des émissions carbone quand on roule beaucoup. Si on roule peu, c'est franchement pas un gage de sobriété carbone. Si c'est pour faire 1 km par jour, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir une voiture électrique. Il faut rouler. Je pense que vous roulez suffisamment pour que ça soit vertueux, entre guillemets. Après, ça veut dire que la voiture électrique, c'est pas la solution à tous les problèmes de mobilité. Et qu'il faut repenser les mobilités, surtout d'une manière globale. Et on est à Maran, donc la halte ferroviaire de Maran devrait être une halte essentielle pour irriguer le territoire où s'installent de plus en plus d'habitants. Moi, j'en entends parler depuis que je suis arrivé à La Rochelle. Bon, il n'y a pas grand-chose on attend tous. Oui, je m'en doute, c'est comme le contournement. Oui. Voilà, donc là aussi, c'est de la volonté politique. Et ce coup d'arrêt en 2015 de Jean-François Fontaine à la voiture électrique... un coup d'arrêt aux bornes, à l'installation des bornes de recharge. Mais peut-être une mauvaise expérience avec les Miat de Ségolène Royal, non ? Je vous peut-être refroidi tout le monde. Peut-être que le modèle a refroidi le marin, oui, c'est possible. On va accélérer parce que je vois qu'on a déjà 43 minutes d'émission et vous savez que ça dure 1 heure, donc on va passer tout de suite au pour ou contre. Yannick. Alors, Jean-Marc Soubest, pour ou contre les grands sapins sur la place des villes pendant les fêtes de Noël ? Plutôt contre. Pour ou contre l'interdiction de la fabrication des véhicules à moteur thermique à partir de 2035 ? Pour. Pour ou contre les quotas de pêche imposés par l'Europe ? Oui, c'est bien. Pour ou contre l'interdiction totale des véhicules en centre-ville de La Rochelle ? Non. Contre, plutôt. Contre, oui. Pour ou contre le contournement de Maran ? Pour. 3 fois pour. Pour ou contre la construction d'un nouveau parking en plein centre-ville de La Rochelle ? Alors ça, c'est quelque chose qui est évoqué depuis 2019 par Jean-François Fontaine. Il en a reparlé en 2020 dans ses vœux, où il y avait un projet de parking en plein centre-ville de La Rochelle. Depuis, on n'entend plus parler, donc peut-être qu'ils ont changé de... En plein centre-ville, ouais. Je ne vois pas où.
Ah bah c'est Donc contre. bien. C'est bien la problématique, c'est qu'effectivement, parce qu'on avait le sentiment aussi quand même que c'était encore le tout bagnole, où on refait encore un parking en plein centre-ville pour faire venir les véhicules, alors qu'on les interdit sur le port. Enfin, il y avait une petite contradiction dans tout ça. On continue avec la place du parc des expositions, très cher au Rochelais. Oui, c'est un sujet qui interpelle pas mal les Rochelais, et pas que d'ailleurs. C'est donc du coup la place du parc des expositions de La Rochelle et de la grande foire des expositions. Alors Jean-François Fontaine voudrait installer la foire et le parc des expositions à Lancan. Quelle est votre position sur cette La position, projet. la position qu'on a exprimée, parce que là aussi c'est un dossier qui date de quelques années et où on peut regretter là encore le manque de débat collectif. C'est un projet effectivement de territoire. Ça concerne les Rochelais, mais même chez les habitants de Maran, ça les concerne aussi, comme les habitants de Rochefort et de Lonis. Nous, ce qu'on a regretté, c'est d'abord qu'on ne puisse pas refaire sur site. C'est ce qui coûte le moins cher en théorie, et le bilan carbone, c'est ce qui est le moins impactant. Donc, les études auraient prouvé que ce n'était pas possible. Je ne les ai pas lues, on ne nous les a pas communiquées, mais j'en prends acte. Sur le site du parc des expositions, je pense qu'un site de proximité est un bon site. C'est-à-dire qu'on a besoin aujourd'hui, et surtout compte tenu de l'évolution des mobilités, qui pour moi vont évoluer vers une diminution des mobilités individuelles, donc plus de covoiturage, plus de transport collectif, parce que je ne vois pas comment on fera autrement pour atteindre le zéro carbone. Il faut des hôpitaux à la confluence de flux, et notamment de flux ferroviaires, routiers, etc., etc. Et le parc des expos, c'est un site qui, en termes de géographie, est intéressant. Mais pour nous, il y a trois doutes à lever, 3 doutes importants. Le premier de ces doutes, c'est la capacité d'un tel site, qui génère des flux très importants, je vais dire, de coexister avec un lycée qui génère aussi des flux importants, où il y a 1600 personnes qui, chaque jour, entrent et sortent, avec des livraisons, avec plein de choses, et les deux se situent à 40 mètres de distance. Connaissant très bien la configuration des lieux, j'ai un doute sur la capacité de faire fonctionner ces doubles flux. Donc quel est l'objectif, quelle est l'alternative ? Est-ce qu'il y avait prévu un déplacement du lycée ? Mais en tout cas, là, il faut creuser la question. Le deuxième point, c'est le dimensionnement de l'hôpital. Aujourd'hui, le parc des expos, même si on l'agrandit un peu, fait entre 7-8 hectares à peu près. Et dans l'étude des besoins de l'hôpital, on était à plutôt entre 11 et 15 hectares. Donc, comment on fait pour faire rentrer 11 à 15 hectares dans 7 à 8 hectares ? Est-ce qu'on diminue l'offre de santé ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui on va dire, après être sorti du Covid, dans un département qui vieillit, non, finalement, on a besoin d'un hôpital plus petit, avec moins de lits à disposition. Là aussi, c'est quelle réponse on donne aux Rochelais sur cette question ? On l'a posée plusieurs fois, on n'a pas eu de réponse. Et puis la troisième question qu'on se pose, c'est un hôpital. Alors celui-ci devrait être livré en 2035 à peu près. Ça dure au moins 50 ans, 2085. Il va se passer des choses au niveau des submersions, de l'évolution du niveau des océans un petit peu. On sait que les tempêtes devraient être plus fréquentes. Est-ce qu'on a étudié l'impact de l'évolution de ces aléas sur une zone qui est une zone de marais, c'est-à-dire qui est entre 0 et 50 cm d'altitude. Voilà, donc la localisation, oui, pourquoi pas, mais il faut lever vraiment des ambiguïtés qui aujourd'hui sont vraiment très importantes. Donc vous doutez quand même un petit peu de la pertinence du lieu. Je dis juste qu'il faut prendre le temps. Il y a certainement les moyens de trouver des territoires, quitte à déplacer un lycée. Moi, je ne sais pas. Il faut dialoguer les collectivités. Vous parlez de cet hôpital, l'idée de le délocaliser sur une autre commune de l'agglo qui a du foncier, par exemple ? En termes de flux, ça serait vraiment très compliqué. D'accord. Ouais. Voilà, ou alors il faut vraiment réorganiser tous les flux. Mais à ce moment-là, c'est une autre alternative qu'il faut proposer. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, pour convaincre les habitants, de leur proposer des alternatives. Et de leur dire, il y a tel avantage à faire ce choix-là, et tel avantage à faire tel autre choix. Et qu'on est suffisamment intelligent maintenant en tant que citoyen
pour participer à la prise de décision. Une consultation citoyenne. Par exemple, une consultation citoyenne, mais avec de vraies alternatives qui soient expliquées, qui soient débattues. Donc ça demande un travail en amont de Oui, toute mais façon, on a le forcément. temps. Dans les rapports que j'ai lus sur l'hôpital actuel, ils disent que voilà, il sera obsolète dans une quinzaine d'années. Et on peut le prolonger un petit peu plus avec quelques travaux. Construire un nouvel hôpital, c'est 10 à 12 ans. Donc, voilà, on n'est pas dans l'urgence absolue. On doit être encore dans le temps de la réflexion. Sauf qu'on a commencé à réfléchir 2017, je crois, à peu près, que la décision a été prise très rapidement, et que, du coup, on se trouve lancé dans un projet qui, aujourd'hui, semble inévitable, sans qu'on ait des réponses, et sans que les Rochelais aient des réponses précises. Alors effectivement, l'avenir de l'hôpital, du parc des expositions, et dont on en parlait tout à l'heure, de la foire exposition, qui est quand même un site économique très important. Tous les ans, on a la foire exposition. C'est un rendez-vous qui est donné pour les Vendéens, les Charentais-Maritimes, les Deux-Sévriens, etc. Cette foire exposition à Lancan, ça vous semble complètement envisageable ou complètement inenvisageable, vu la petitesse du lieu? Même avec son parking en face, Lancan, pour vous, c'est faisable ou pas? Alors pour moi, oui, sur une foire exposition qui serait de la démonstration, comme on le voit sur certains salons, oui, pourquoi pas. Il faudra que la foire à exposition s'adapte au lieu. Réduire la voilure, en fait. Certainement réduire la voilure, et puis peut-être pas avoir autant de surface dédiée. Parfois, il y a 500 camping-cars. Bon, c'est bien, mais il y a des catalogues, donc on peut en présenter quelques-uns, et puis ensuite on commande. Une foire exposition. Obligé de repartir avec. Une foire exposition dématérialisée, quoi, en fait. Oui, disons qu'avec tout ce qu'aujourd'hui la technologie permet de virtuel et qui peut être nécessaire. Par contre, il y a un sujet sur lequel il faut vraiment réfléchir, c'est les spectacles, parce que c'est aussi un lieu d'accueil de concerts, de spectacles. Alors c'est pas vraiment les conditions idéales pour suivre un spectacle, mais ça répond à un besoin. Et dans Lancan, il y a une salle de spectacle. Il y a une belle salle de spectacle, il y a un bel auditorium, mais qui ne présente pas forcément les mêmes caractéristiques qu'une vraie salle de spectacle. Donc peut-être avec la sirène, il faut réfléchir à une extension du lieu. Hein, c'est des sujets dont on parle aujourd'hui, et qui peuvent compenser la perte d'un hall d'exposition tel qu'il est aujourd'hui à Lancan. Donc il y a des solutions. Ouais, je n'ai pas peur des solutions. Je pense qu'il y a des solutions, quitte à redimensionner la foire exposition. On va parler très vite du pôle multimodal. On parlait des transports en commun, le développement des transports en commun pour justement arriver à ce territoire zéro carbone. Donc la gare est en chantier. Logiquement, on a une livraison au courant de l'été. Et ça devrait être totalement terminé cet été. C'était au printemps et ça a été un petit peu repoussé. Il fallait le faire, ce pôle multimodal, à cet endroit devant la gare. Et de la façon dont il est fait, c'est-à-dire qu'on a l'impression quand même que il n'y a pas beaucoup d'arbres, il n'y a pas beaucoup de végétation. Où sont les arbres ? Où sont les arbres ? Où sont les arbres ? Un peu de verdure. Surtout que c'est un véritable débat dans les villes, dans les grandes villes, l'incapacité à refroidir les villes, notamment l'été, et on sait que via une couverture végétale, on y arrive. Là, il n'y en a pas. Est-ce que ça ne va pas être une fournaise l'été, ce parvis de gare ? Alors, est-ce qu'il faut un parc multimodal, un pôle multimodal ? Oui, c'est un grand projet historiquement mené par les maires successifs depuis assez longtemps. On a participé à la finalisation du projet avec les écologistes de la précédente majorité. Donc oui, on est content de voir sortir ce projet-là, qui réorganise un petit peu le quartier, qui valorise aussi le quartier de la gare. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des trains qui passent. Et on en parlait de la réouverture de la halte de Maran. Si la halte de Maran n'ouvre pas, c'est le pôle multimodal de La Rochelle, il aura un petit peu moins d'intérêt, comme la halte de Dompierre ou la fréquence des trains entre Nantes et Bordeaux. Et moi, ce qui m'inquiète, parce que je suis sûr que les collectivités s'engagent et que ça sera un beau pôle multimodal, et je répondrai sur les arbres après, c'est que dans le futur contrat plan État-région, là, 2022-2027, la seule chose qui n'est pas financée, c'est les mobilités. Donc ça m'inquiète beaucoup qu'on fasse des bijoux, parce que c'est vrai très beau, la passerelle, ça va être sympathique, donc ça va être une vie de quartier assez intéressante, mais si on ne donne pas davantage l'accès aux trains et aux mobilités ferroviaires et aux fret aussi, par ces rails qui sont notre héritage, notre patrimoine du passé, on aura tout raté.
On aura mis beaucoup d'argent, des dizaines de millions sur la rénovation du pôle, mais il n'y aura pas forcément plus de voyageurs en gare et de gens qui prendront le train. Donc ce défi-là, c'est aussi un sujet de présidentiel. Aujourd'hui, voilà, les citoyens doivent bien comprendre qu'à toutes les échelles, leurs choix politiques sont décisifs. Et que s'ils veulent demain qu'il y ait plus de trains en gare de La Rochelle, au présidentiel, il faut voter écologiste. Sur les arbres. Sur les arbres. Sur les arbres, oui. Quand on avait travaillé sur le projet, on avait pas mal travaillé avec les riverains du parc de la Gare, avec des polémiques à la fois que je pouvais comprendre, mais voilà, qui concernait un projet qui avait été voté en 2013 et dont je n'étais pas forcément responsable. Mais plutôt que de faire passer les bus et les taxis dans le parc, ce qui était le projet initial de Maxime Bonneau en 2013, on a plutôt choisi de préserver le parc. Et nous, la proposition qu'on faisait, et c'est dommage qu'elle n'ait pas pu être adoptée, parce que vous vous êtes rendu compte, on a perdu au municipal, on est dans l'opposition, c'est de prolonger le parc. C'est-à-dire de véritablement connecter le parvis de la Gare et le parc de la Gare, pour faire un petit peu ce que, sur le modèle, mais encore un petit peu plus connecté, ce qu'il y a à Nantes, avec le parc botanique et la Gare, où on a vraiment un espace rafraîchissant à proximité de la Gare, avec un parvis qui est plus réduit, certes, oui, mais qui est tellement connecté avec le parc que finalement, le parc est un prolongement du parvis. Et là, dans l'organisation, je regrette ça. Ce que dit Jean-François Fontaine, c'est que ce pôle multimodal est un prolongement du port, tout simplement, du vieux port. Mais effectivement, il ne parle pas du parc. On est d'accord. On passe sans transition à la question surprise. Bonjour, je suis Jonathan Fèvre, le président de l'association ARA, l'association des riverains de l'Eau-Brossée. En fait, on aurait une question pour Jean-Marc Soubest, savoir si est à l'étude actuellement à la CDA une solution alternative pour la déchetterie qui est censée arriver à côté de chez nous, puisqu'on se bat depuis maintenant 2 ans pour que cette déchetterie n'arrive pas. Elle va être cernée en plus de 60 entreprises et d'un poste source Enedis. Ces 2 infrastructures en plus sont bien connues pour les risques d'incendie. Voilà, on a beau faire des propositions, notamment Marcilly, le maire de Marcilly s'était proposé aussi, l'Agor aussi sur la nouvelle zone qui est en train de se construire, mais on a l'impression que la CDA tourne en rond. Et à part nous proposer de visiter les structures, ils ne nous proposent pas grand-chose d'autre. Et il faut bien qu'ils comprennent que nous, la déchetterie, on n'en veut pas ici, la mer non plus d'ailleurs. Donc est-ce qu'il y a une solution à l'étude ? Je remercie Jonathan de sa question. J'ai eu le plaisir de les rencontrer et d'aller sur la zone au tout début de ce projet. À ma connaissance, non, il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire que c'est un peu le problème des décisions prises à un moment donné. C'est que rien ne peut les empêcher, et que même si les riverains et même si les citoyens disent « Attendez, là, ce que vous avez décidé, c'est pas bon », et il existe des alternatives. Même s'il existe des alternatives, on a l'impression que c'est le rouleau compresseur de l'administration et des décisions des élus est difficile à arrêter. Donc les élus écologistes sont intervenus. D'abord, on a toujours voté contre. C'est à chaque fois que ce sujet arrivé sur la table. D'ailleurs, comme la zone des Cognac-Godet, pas très très loin. Je m'engage à reposer la question à Jean-François Fontaine. La dernière fois qu'on lui a posé la question, il nous a invités effectivement à visiter la déchetterie de l'Alleux. Ce qu'ils appellent les centres de revalorisation des déchets. Les centres de revalorisation qui sont des centres en zone industrielle, comme celui de Périgny, comme celui de l'Alleux, extrêmement performant et très intéressant. Te rappeler peut-être, Jean-Marc Soubest, qu'à l'origine, ce centre de revalorisation des déchets n'était pas prévu dans cette zone, dans ce parc d'activité. Ça s'était rajouté après. Bien sûr. Et que ça n'a toujours pas été soumis à l'enquête publique, d'ailleurs. Alors, il y a eu une enquête... Pour la déchetterie, il y a eu une enquête. Oui. Voilà. Mais en fait, il y a eu surtout une transformation de ce qui était une zone artisanale, de quelques entreprises assez peu impactantes, finalement, en une véritable zone industrielle,
avec des flux prévus qui sont assez conséquents. Donc concrètement, vous allez redéfendre le bout de gras des habitants de l'Aubressé ? On va, bien sûr, mais on n'a pas arrêté de défendre le bout de gras des habitants de l'Aubressé. Chaque fois qu'une association mène des actions, et quand ça correspond à ce que l'on porte comme valeur, et à chaque fois qu'il y a des alternatives, bien sûr, on est... tout comme ceux de la Sauzée pour l'implantation des cognacs Godet. Tout à fait, ouais, donc qui sont aujourd'hui en procédure de recours. Complètement. Voilà, exactement. Comme je vous l'avais indiqué en off, vous avez maintenant 60 secondes sur un sujet de votre choix. 60 secondes, même un petit peu plus, hein, on n'est pas à une minute près, pas encore en tous les cas. Mais écoutez, c'est à vous, vous avez carte blanche, on vous écoute. Merci de me donner l'occasion de parler d'un sujet qui va être un sujet d'actualité dans quelques jours, le 8 mars. L'écologie, c'est le climat, mais c'est aussi ce qu'on appelle l'écoféminisme. Et dans le parti que je représente, dans le pôle écologiste, mais aussi dans le programme de Yannick Jadot, une société qui respecte les générations futures, c'est aussi et surtout une société qui respecte l'égalité homme-femme et qui fait de ce projet d'égalité homme-femme un projet essentiel pour les générations de maintenant. On travaille beaucoup sur les générations d'après, mais on a besoin aujourd'hui, alors que les féminicides sont de plus en plus nombreux, que les écarts de salaire entre les hommes et les femmes dans certains secteurs ne se réduisent pas, qu'on a vu pendant le Covid que finalement celles qui portaient la charge à la fois de travailler pour les autres, de les soigner, de les alimenter, mais aussi de gérer au quotidien souvent leur famille, c'était les femmes. Aujourd'hui, voilà, c'est un sujet qui a disparu de la circulation et qu'il faut remettre véritablement, et que j'espère que vous remettrez, au cœur de l'actualité le 8 mars, mais pas seulement le 8 mars. Parce que l'idée, c'est de dire qu'on n'est pas le 8 mars, j'en parle avant le 8 mars et j'en parlerai après le 8 mars. C'est un sujet de tous les jours qui nous oblige, nous, alors on est 4 hommes ici, et qui nous oblige vraiment parce que notre construction par l'éducation depuis des dizaines d'années nous amène parfois à avoir des postures, des attitudes qui ne sont plus acceptables dans le monde d'aujourd'hui. Et il ne s'agit pas de s'excuser, il ne s'agit pas de se fustiger, de se flageller, il s'agit juste d'en prendre conscience. Et aujourd'hui, c'est aussi des questions qui interpellent beaucoup les jeunes, qui sont aujourd'hui très sensibles aux questions de genre, aux questions de respect de l'égalité homme-femme. Et c'est de notre devoir, alors moi en tant qu'élu, en tant qu'enseignant, en tant que père, vraiment de s'engager dans cet écoféminisme. Et je voulais profiter de cette minute pour le dire, et pour surtout dire que ce n'est pas seulement des mots, mais que c'est des actes concrets au quotidien, même si il faut tout le temps faire attention, parce qu'on est tellement construit qu'il ne faut pas se déconstruire, mais qu'il faut se reconstruire. Donc rendez-vous le 8 mars. Rendez-vous le 8 mars, à La Rochelle, à 17h. C'est noté. Merci Jean-Marc Soubès, merci d'avoir participé à cette émission et de nous avoir apporté les réponses aux questions qu'on vous a posées. Merci messieurs. Et puis nous, on se retrouve vendredi prochain. Alors le 11 mars, ça sera après le 8 mars, mais avec un invité, Stéphane Jean, qui est toujours d'ailleurs le directeur de l'association L'Escale. Et ça fait un petit peu le lien avec ce que vous venez de nous dire. Merci à tous et à vendredi prochain. Merci à vous.